Donc on va commencer. Bonjour à tous, merci de votre présence. Nous allons donc parler de tests et de tests Behavior Driven développement dirigé par le test du comportement des programmes. C'est pas une session technique, même si je vais vous montrer un peu de code. Le but, c'est pas de vous faire peur avec du code, c'est de justement démystifier l'aspect technique des tests. Que un test automatique, c'est pas si compliqué à écrire que ça, c'est pas tant de temps perdu que ça, c'est pas un boulet, au contraire. Vous montrer avec le BDD que ça peut devenir sacrément un avantage et vous le prouvez par l'exemple. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ne codent pas, qui n'ont jamais touché à du code? Jamais. Et ceux qui ont touché un peu? Et donc tout le reste, plutôt habitué quand même au code, donc peut-être que, bon, je vais essayer de ne pas faire fuir non plus. Vous me dites si vous voulez plus de précision, vous interagissez. On va parler très légèrement de concepts orientés objets. Je fais du .NET, mais je ne suis pas focalisé dans cette présentation sur ce langage-là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont assumé des rôles de product owner ou product manager? Ok, pas beaucoup, dommage. Est-ce qu'il y a des gens qui se définissent comme testeurs ici? Ouf. Allez. Et développeurs testeurs? Un peu plus. Ok. Ça me donne un peu la vision du panel. Dans la keynote, justement, l'une des dernières phrases était de rendre les choses plus humaines. Avec le BDD, je pense qu'on est vraiment dans cet objectif-là, de rendre le test plus humain. Et je vais essayer de vous montrer comment. Le mot des sponsors, vous l'avez vu. Les sponsors Gold et Silver, vous les avez vus. Donc je suis Guillaume Saint-Étienne, développeur. Parfois, j'ose me présenter comme artisan logiciel. J'ai une certaine pratique, on va dire, certaines années de pratique derrière moi. J'ai un blog sur .NET Guru qui existe encore pour les parties blog. Et j'ai animé depuis le dernier Agile Grenoble un groupe sur Google que je vous invite à rejoindre qui s'appelle le Craftsman France. Donc il y a rapport avec l'artisanat logiciel, mais on n'est pas encore tout à fait d'accord sur comment traduire craftsman en français. Artisan si vous voulez, ou si vous voulez rejoindre la discussion, venez sur ce groupe. Donc nous allons essayer de comprendre et de se poser des questions un peu peut-être de fond sur les tests, puisque la méthodologie Scrum nous dit coder et tester en même temps. Est-ce que qui pratique le TDD régulièrement? Un certain nombre, mais pas tous. Donc qu'est-ce qu'on cherche à tester? Un logiciel, un gros, un petit, peu importe. Ce logiciel, vu de l'extérieur, c'est un peu la surprise, le cadeau surprise. Peut-être qu'à l'intérieur, mon logiciel ressemble à ceci. Peut-être que je le vois, ou si je suis consultant et qu'on m'amène sur un nouveau projet, il y a déjà eu un bon passif, beaucoup de lignes écrites. Et si j'arrive comme intervenant du projet, un peu quel que soit le niveau, technique ou pas, et si je veux tester, et si ma vision du logiciel c'est ça, qu'est-ce que va être ma vision du test? Donc, plus on aura une vision claire effectivement du logiciel, plus on aura une vision claire des tests. Donc ça passe d'abord par là, la question des tests. Est-ce que les tests se résument à du test d'acceptance et du test uniquement sur les interfaces homme-machine? Est-ce que combien d'entre vous font des tests uniquement sur le niveau interface graphique de leur projet? Non, pas trop. Donc effectivement, il y a beaucoup d'autres choses à tester
Donc vous le savez, à propos des règles métiers, à propos du stockage de la persistance, des différentes interactions en fait de toutes les parties du code. Donc le test n'est pas forcément la partie visible de l'iceberg que peut représenter l'interface homme-machine, mais l'ensemble évidemment du code. Pour éviter le problème que pose le test des interfaces homme-machine seules, appliquer des bons patterns, vous connaissez sûrement, notamment le plus simple c'est le Humble Dialog pour découpler évidemment la partie interface graphique pure, fonctionnement purement des éléments visuels avec tout le reste du logiciel, permettra d'éviter certains écueils. Donc on m'a appris, je vais parler de mon expérience, très tôt dans mon apprentissage du développement logiciel, de tout découper en tranches, d'en faire, pour simplifier. Si on a un gros problème, vous savez, on découpe en plus petits problèmes. On m'a dit, mets des couches. Alors, j'ai mis des couches. Et j'ai suivi les préceptes, les règles qui valent d'ailleurs dans le monde .NET, dans le mode Java. On m'a dit, voilà, faire une architecture, fais comme ça, maison, ça fait des jolis schémas, ça plaît au chef, et ton logiciel sera plus clair, fonctionnera mieux. J'ai fait ça, c'est vrai que j'ai commencé par faire ce genre de choses, et on me parlait encore pas beaucoup de tests, et puis ça devenait quand même un peu compliqué. Finalement, on m'a dit, arrête de faire du code spaghetti, et fais du code lasagne, en couche. Alors j'applique. Heureusement, c'est allé un peu plus loin. On m'a dit, discipline tes couches et fais-en oriente-les services. Ça a été aussi une grande mode. Donc, les couches de présentation, les couches justement qu'on a appelées services, domaines, on leur a donné plein de noms. Mais pendant longtemps, mais même encore, je vois toujours pas de place vraiment donnée aux tests dans les architectures. Alors c'est peut-être sous-jacent, mais... Et en bon développeur, j'en ai rajouté, je dis oui, je vais mettre plein de composants, ça va être très joli en termes d'architecture. Évidemment, c'est devenu horriblement complexe. Du coup, est-ce que mes tests, si je m'en tenais aux tests, uniquement attraper le test par l'interface graphique et faire un test d'acceptance, j'allais quand même rater beaucoup du fonctionnement qu'il y en a dans chacun de ces composants. Ça m'a rappelé un peu une prolifération pas très heureuse de choses. Et depuis que je travaille chez mon nouvel employeur, on m'a appris à tuer tout ce qui proliférait et donc à simplifier. Parce que quand j'ai voulu tester ces fameux services, j'avais quand même une idée de test derrière, donc tous ces petits cubes là que vous avez vus tout à l'heure. À l'intérieur de chaque service, j'ai trouvé une complexité qui m'a un peu affolé. Cette complexité, c'est les dépendances en fait de chaque élément avec X autre Y service ou autre composant. Et là, j'ai eu envie de refermer la boîte de suite en disant bon, c'est pas à l'intérieur forcément qu'il faut que j'aille voir pour essayer de mettre au point un test. Je vais essayer de m'en tenir peut-être plus à la surface des choses parce qu'on m'a appris en programmation orientée objet le principe de la boîte noire. Et j'ai voulu revenir un peu aux fondamentaux et me dire bon. Donc j'ai ma boîte noire, ne l'ouvrons pas, par contre si je la teste, et je mets un coup de projecteur dessus. Je veux savoir ce qu'elle fait plutôt à l'extérieur, enfin comment on observe en tout cas comment elle se comporte à l'extérieur, je vais déjà lâcher le mot. Et pour tester efficacement, je devais mettre des étiquettes, je devais d'abord faire un travail plutôt de dénomination, de nommage, de description finalement. Parce que tester, c'est expliciter. Et en tant que développeur, mais ça marche aussi en tant que product owner, il faut que j'exprime clairement ce qu'on attend du bout de logiciel qu'on est en train d'élaborer. Donc on va forcément parler de comportement. Avant même de parler de BDD, cette notion quand même de comportement était assez palpable. Et pour connaître
le comportement de l'ensemble du logiciel, il fallait forcément que je connaisse le comportement de chaque pièce qui compose l'ensemble. Donc je suis définitivement convaincu que tester à partir des interfaces graphiques, c'est non seulement la partie seulement visible de l'iceberg, mais aussi d'une complexité folle. Ceci est une interface graphique, par exemple pour un logiciel de musique. Toutes les interactions possibles sur chacun de ces boutons donnent des combinaisons infinies, et donc impossibles à tester. Avec le meilleur outil, avec les meilleurs outils actuels, vous n'arriverez pas. Donc ça marche aussi pour les interfaces web, pour ce que vous voulez. Donc, tester juste l'ensemble en le prenant par le sommet de la pile, la partie graphique, ça ne va pas marcher. Et jusqu'à pousser le raisonnement plus loin, qui est de dire que finalement le BDD, parce que dans les présentations précédentes, beaucoup de gens m'ont dit « Ah oui, le BDD, je connais, mais uniquement pour la partie acceptance, pour la recette finalement. » Enfin, pour préparer une recette automatisée donc, qui jouerait devant le client, mais uniquement ça. Et comme je vous l'ai prouvé, ça, vous allez avoir du mal. Donc on peut, si on pousse le raisonnement assez loin, on peut abandonner la TDD, l'Acceptance Testing Design Driven, c'est ça, si je ne me trompe pas. Parce que tester les interfaces graphiques, finalement, revient à tester une bonne partie d'un code qui est déjà écrit. Le code d'un bouton, le code qui prépare une fenêtre. Et de toute façon, si vous avez trop de code dans votre interface graphique, dans le composant qui est censé diriger l'interface graphique, c'est qu'il y a un petit problème. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un monsieur, lui, qui dit les tests intégrés, quand on veut tout tester à la fois, ça ne va pas du tout. Ça ne peut pas marcher. Et ces tests, il dit carrément, ces tests intégrés sont comme des cancers, quelque chose qui se met partout, qui essaie d'avoir la main sur tout le logiciel, et qui ne peuvent pas être corrects, qui ne peuvent pas tester correctement l'ensemble. Donc, on va revenir sur un principe simple et unique. C'est rester simple, voilà, restons simples, et on va tester des petites parties uniquement pour ce qu'elles sont. Donc la première approche, de toute façon, pour faire un BDD efficace à d'autres niveaux que l'interface graphique, c'est déjà réduire les composants au plus simple, réduire, j'allais dire, la voilure du test, parce que tester, c'est d'abord comprendre. Donc on comprend mieux, évidemment, les choses quand elles sont simples. On les appréhende mieux. Tester, c'est aussi appréhender le problème avant même de penser un design et avant même de coder, si on pense le test. Donc on est vraiment dans l'esprit TDD, test first, avec le BDD. Le BDD, c'est du TDD. Et ce que l'on cherche à comprendre, comme je le disais un peu tout à l'heure, c'est on a deux options, soit savoir comment ça marche à l'intérieur de la boîte avec les fils, soit le prendre d'un aspect plutôt extérieur des choses, donc par les comportements. Ça rappelle étrangement les deux écoles de psychologie que sont les freudiens et les comportementalistes. Et ce dessin explique assez bien les différences de point de vue des deux écoles. Soit je regarde dans le moteur, j'essaie de comprendre d'où vient le problème. Soit plutôt j'ai fermé le moteur, je ne regarde pas, je prends les clés, je roule, et je vois ce qui se passe, je teste le comportement. Donc on est à droite, évidemment, dans le test comportementaliste, traduction française du Behavior Driven Development. Et souvent, les gens disent, vous voyez, vous parlez de comportement, donc on est bien sur de l'interface graphique, parce qu'un comportement, interaction humaine, comportement humain, on est là-dedans. Pourtant, la définition de comportement, même sur Wikipédia, ne s'arrête pas à la notion d'être vivant ou être humain. Le comportement peut être observé sur n'importe quel système, donc ça va marcher aussi pour nous, pour le logiciel. Maintenant, reste à savoir
Qui observe qui? On parle de logiciel, donc notre observateur est lui-même un programme, un automate qui va observer un autre programme. Donc on est bien dans un monde entièrement automatisé. Pas d'interaction humaine dans le fonctionnement du test. Et comme je le disais dans mon principe numéro 1, la simplification de la chose observée va aider déjà à obtenir un résultat de test, à avoir les premières phases de test, à avoir au moins une lampe rouge qui s'allume pour vérifier que le test fonctionne, que la chose testée ne fonctionne pas, mais que le test fonctionne. Donc y arriver évidemment à ce niveau-là très vite. Et ensuite, quand j'aurai des centaines, des milliers de tests, surtout qui s'exécutent automatiquement et très vite. Si je dois passer 1 heure, c'est le problème des tests niveau interface graphique, c'est des tests très longs à jouer. J'en ai vu, c'était des nuits entières. C'est pas exploitable pour l'équipe. Et c'est trop complexe, la complexité dont je parlais tout à l'heure. Donc vraiment se focaliser sur des tout petits éléments, non pas en couches, mais en petits cubes, finalement. Et également, plus ces tests et plus la chose observée et testée sera simple, plus j'irai rapidement réparer dès qu'un problème apparaîtra. C'est le bon sens. Donc si le code est simple, le test doit rester lui-même au plus simple. Si vous avez finalement un projet où les lignes de test sont plus importantes en quantité que le code, vous n'allez pas trop avoir envie d'aller regarder ces tests. On peut rater un test, on peut mal écrire un test. S'il faut corriger un test à un moment, bon, ça devient, finalement, on n'a fait que déporter le problème, et ça devient vite l'enfer. Donc simplifier passe en fait par l'isolation. Je disais, réduire la voilure du test, c'est finalement la chose, l'élément logiciel qu'on va tester. On va tenter de le tester pour lui-même seulement, c'est-à-dire le déconnecter de tout son environnement, prendre vraiment la boîte noire, enlever tous les fils qui traînent, les fameuses dépendances. S'il en a vraiment besoin, les remplacer par quelque chose de plus simple. On va pouvoir expliciter le comportement de manière, je vais détailler quelques stratégies pour le faire, de manière à être sûr qu'on ne teste que finalement le code qu'on voit à l'écran et pas le code caché qui se cache dans d'autres librairies, dans des dépendances, etc. Donc cette isolation, c'est vraiment le maître mot du TDD et du BDD, mais il faut vraiment ne pas rater cet aspect-là, sinon vous allez partir dans une complexité qui va de toute façon vous dégoûter du test. Or le test doit être votre ami, je le vends bien, hein. Donc tester surtout une seule chose à la fois, un comportement à la fois, des tests avec des milliers d'assertions sur une étape de test, c'est évidemment à jeter, parce que dès que vous avez un problème, quelle est l'assertion qui va pas fonctionner, pour rester poli, ça va être forcément trop compliqué. Donc l'isolation, c'est l'isolation de responsabilité, le principe de responsabilité unique, donc que l'on connaît dans la programmation orientée objet. Donc ce n'est pas parce qu'on peut qu'on doit. Vous connaissez, qui connaît les principes solides de programmation orientée objet? Donc ces principes finalement qui ne sont pas tant connus que ça. C'est à la fois technique, et à la fois, ça touche un peu au fond des choses. Le premier principe, le principe d'isolation de la responsabilité, de responsabilité unique, il se comprend assez bien. Une chose doit faire, un objet, un composant, même on pourrait dire, doit avoir une seule responsabilité, doit s'occuper d'une seule chose à la fois. Il sera plus simple. Et si vous vous rendez compte qu'il y a 2 responsabilités au sein d'une même classe d'objets, et à un plus haut niveau, même un package, une librairie, devrait avoir une seule responsabilité en termes de librairie. Une librairie qui ferait et du stockage
et de l'interface graphique. Allez, allons-y, enfin, on met tout dans le même programme. Évidemment, on ne respecte pas non plus à son niveau le principe de responsabilité. C'est ce principe au niveau des librairies se retrouve dans le troisième, alors SOLI, c'est le quatrième plutôt, mais je l'ai mis en 3 dans mon texte. C'est le principe de ségrégation des interfaces. Alors interface, pas au sens interface graphique, mais interface d'objet. L'interface d'un objet définit le comportement visible de l'objet à travers, du point de vue des autres classes et des autres composants qui utiliseraient cette librairie. Donc quelque part, si le code, solide est un principe qui fait plus que ses preuves. C'est si vous ne respectez pas solide. Mon collègue Olivier Azo faisait une présentation, il disait si t'es pas solide, t'es pas agile, carrément. Donc un développeur qui passe à côté des principes SOLID, passe à côté d'un code propre, et donc au bout d'un moment, comme on dit, it smells, ça pue. Et les tests aussi peuvent puer, et le BDD, ça peut sentir très mauvais si c'est pas solide, évidemment c'est un peu plus compliqué d'être respecter tous les principes de solide dans le test, mais quand on va assez loin, on peut s'en approcher. Donc voilà, je vais vous montrer un peu plus de choses concrètes. Alors, j'ai du monde qui tweet, j'ai récupéré une connexion internet, pardon. Donc ça c'est du test TDD classique. Vous connaissez, pour ceux qui ont fait du TDD. Donc quand je disais que le test devait être simple, le problème avec le TDD, c'est que c'est quand même du code. Du code, là vous avez du .NET, ça pourrait être du Java, ça ressemble quand même pas mal. C'est une librairie, c'est pas moi qui ai écrit ce code. Donc mes tests, si je veux les relire, si je veux les présenter à, par exemple, mon product manager, mon product owner, pour dire voilà, mon projet testé, les fonctionnalités sont là, on peut vérifier qu'elles marchent. Et s'il veut mettre son nez un peu dedans, parce que c'est un peu son rôle quand même de regarder comment le logiciel est testé, parce qu'à travers le test, il y a le comportement, il y a la vérification du comportement attendu. Et donc, quelque part, les spécifications, de toute façon, se retrouvent au niveau test. Vous conviendrez avec moi que c'est vite assez pénible à lire. Donc, on a cherché une forme un peu plus sympathique. Et c'est ce que propose le BDD. Donc, je voudrais remplacer toutes ces lignes de code, je voudrais les remplacer. Je voudrais les masquer au moins un petit peu temporairement, on va dire, pouvoir présenter qu'un aspect plus humain du test. Donc je vais utiliser ici une librairie qui s'appelle SpecFlow, qui est pour .NET, mais qui est inspirée, qui est le portage, on peut dire, de Cucumber et RSpec, qui étaient venus en Ruby. Je vais donc créer un fichier texte qui s'appelle une feature de test BDD. Et il y a un formalisme, le formalisme du BDD que certains d'entre vous connaissent déjà. La feature, c'est décrire de manière factuelle ce qu'on attend, ce que ce test va couvrir. Donc là, c'est un exemple bidon, je vais faire un test un peu plus malin. Mais pour, par exemple, le sempiternel code de la calculatrice, voilà comment vous pourriez écrire en BDD. Donc on remarque surtout la présence d'éléments de scénario. Donc il peut y avoir, évidemment l'intérêt, c'est de démultiplier les scénarios et donc démultiplier les cas de test si j'ai 40, que j'ai 2 et que je veux multiplier. J'attends 80 si je sais compter.
Voilà. Donc ça, l'avantage de ce fichier texte, c'est que derrière, mon product owner, product manager pourrait écrire, s'il respectait ce formalisme. Et ce formalisme, alors vous l'avez en anglais, mais on peut aussi l'écrire en français, dans n'importe quelle langue. Donc le given, c'est étant donné que. Le when, c'est quand je fais une action. Donc, étant donné que prépare en fait le contexte, met au point l'environnement du test. When, j'ai ce que je veux tester, l'action à tester, ça va être une action. C'est important d'être orienté action. Et then, alors, j'observe le comportement attendu. Et ça fait vraiment office, puisque c'est lisible dans le langage naturel, c'est tout à fait les spécifications de mon logiciel. Je pourrais écrire un cahier de spec en demandant product owner, product manager de le préécrire, même sous Word, mais en respectant ce formalisme-là. Je pourrais, moi, développeur, adapter ensuite mes étapes. Donc given n, when, then sont des étapes, pour que je puisse reprendre quasiment tel quel, alors je fais une petite astuce, le phrasé de celui qui écrit les specs. Un petit problème avec ce test-là, c'est que ça ressemble quand même beaucoup à quelque chose, un exemple bateau, et à ce qu'on pourrait avoir sur une interface graphique. J'entre 50, je tape 50 dans le calculateur. Je suis quand même là, il ne me plaît pas trop, il me donne envie d'aller tester l'interface graphique, et c'est pas ce que je vais vous montrer. Donc je vais l'effacer, et je voudrais vous montrer qu'on peut tester autre chose que de l'interface graphique, et par exemple une couche de persistance. Le truc qui est vraiment à l'opposé qui est tout en bas dans mes couches, qui est à l'opposé vraiment de l'interfaçage graphique. Alors j'ai une petite anti-sèche, excusez-moi. Donc je vais commencer par un petit texte explicatif, la feature. Alors ce texte ne sert à rien pour l'exécution automatique, donc il n'est pas transformé en code, mais c'est de la doc. Et c'est toujours bon à prendre, ça dit l'intention. Donc je voudrais vérifier le bon fonctionnement d'une couche de persistance, un store, un magasin de données, quel qu'il soit, finalement. Bon, je mets mon texte, et le plus important, c'est de passer au scénario. Je vais le faire à la souris. Évident. Hop. Donc mon premier scénario, lecture simple d'un objet, sous-entendu dans le stockage. Le given, préparation de l'environnement de test, je dis, je dois mettre au point, je dois au moins préparer l'objet, donc je suis quand même à un niveau technique, je parle d'un composant de persistance, donc je dois au moins le mettre en route, l'instancier, peut-être l'initialiser avec les bonnes valeurs. Et puis je vais avoir besoin, je vais réduire ça. Mais bon. Je vais avoir besoin d'un autre objet que je vais passer à mon stockage pour dire, bon, je veux vérifier que le stockage, il prend un ensemble de données, il va les mettre. Donc je prépare, je suis toujours dans le given, donc j'ai un end, je prépare des données, et ce framework de BDD, là, SpecFlow, qui vient du langage, qui implémente en fait le langage Gherkin, me permet d'avoir des tables d'informations, des tables de données. Moi, je fais des tableaux. Alors la forme est libre. Donc moi j'ai décidé de faire un tableau propriété valeur, et dans mon objet que j'appelle demi, je vais vous expliquer pourquoi il s'appelle demi, je mets en place, j'initialise le test avec des valeurs à vérifier. Alors, je teste un stockage, mais finalement, l'isolation, elle commence à jouer ici, parce que dans mon logiciel,
je vais, mettons, tout à l'heure j'ai un exemple de logiciel de gestion de réservation de restaurants, de table dans un restaurant par exemple. Et volontairement ici, puisque je ne teste que le stockage, je ne parle pas de mes restaurants, je ne parle pas d'une donnée utilisateur, personne. Je l'appelle demi, c'est un mannequin de test. Je veux qu'il ressemble à tout et à rien. Donc je lui ai donné, donc c'est une classe que j'ai créée qui n'existe ici que dans ma librairie de test, qui fera pas vraiment partie du logiciel. J'ai mis un entier, j'ai mis une chaîne de caractères, j'ai mis une date-heure et j'ai mis un booléen. Je vais mettre tout ce que je vais pouvoir, bon, je peux en rajouter. Potentiellement, datetime, ça va sûrement me poser des problèmes si elle est hors champ. J'essaie de devancer, mais il ne faut pas trop, mais on connaît quand même la problématique des stockages. Et c'est sur cet objet que je vais faire porter mon test, volontairement. Surtout pas un objet réel du domaine à ce niveau-là, parce que je ne respecterai pas mon principe d'isolation. Mais si ça marche pour un objet, pour un demi-object, ça va marcher pour n'importe quel autre objet. Si je fais bien, si mon storer remplit bien sa fonction. Il ne me reste plus qu'à passer un peu à l'action. L'action, c'est de... Alors, l'action, c'est je cherche à vérifier le comportement de lecture de mon stockage. Mais problème du test, en général, du TDD et donc du BDD, c'est qu'un bon test ne devrait pas, ou en tout cas quand il s'est terminé, devrait laisser l'environnement de test dans l'état dans lequel il l'a trouvé. Il ne devrait pas induire de modifications. On a eu ce problème, on faisait des tests, on testait un vrai stockage, on rajoutait, on faisait créer des objets, et au bout d'un moment, notre base de test explose. Et puis, lire un objet. Si je faisais que lire un objet, ça voudrait dire qu'il existe déjà dans mon stockage. Ça veut dire que si je perds mon serveur de test qui tombe, je perds le disque dur, je veux relancer mes tests avec une base de données vierge parce que mon serveur de test, a priori, il n'y a pas beaucoup de backup dessus, c'est qu'un serveur de test. Ben, mon test ne marche plus, puisque l'objet est à lire. Donc, isolation, alors là vous allez me dire, je mets en défaut le principe d'isolation, mais le principe qu'un test doit rester propre est peut-être plus fort dans ce cas-là que test d'isolation. Donc je vais créer l'objet, ce qui me permettra de le relire. Alors comment relire l'objet? Je ne vais pas relire le même objet. Je vais relire un objet qui porte le même identifiant. Et ce n'est qu'ensuite, une fois qu'il sera correctement lu, que je vais vérifier que toutes les valeurs lues correspondent bien. Alors vous voyez par exemple que le stockage a transformé la façon de représenter la date erreur. Donc je pourrais par exemple avec ce premier test tester les problèmes de est-ce que ma locale, est-ce que mes paramètres régionaux sont bien pris en compte par mon système de persistance. Et donc comme je fais les choses proprement, je vais supprimer ensuite, une fois lu, je rends l'environnement de test dans l'état dans lequel j'ai trouvé, c'est-à-dire sans cet objet. Pourquoi? Parce qu'un test doit pouvoir tourner de manière indéfinie, sans altérer les autres tests, sans altérer l'état de l'environnement de test. C'est un premier test exécutable grâce à la librairie SpecFlow, mais à toutes les autres librairies de BDD. C'est-à-dire que je vais pouvoir le faire tourner, le compiler. Évidemment. C'est toujours l'effet Bonaldi. Parce que j'ai... il ne veut pas. Normal, parce que j'ai lui ouvert. Hop, hop.
On y va. Donc, je vais vous le montrer d'abord visuellement, graphiquement avec, je suis pas sur le truc, ouais. Avec un unit, outil que vous connaissez sûrement. Donc mon BDD marche comme du TDD, avec des outils comme un unit, JUnit. Et on oublie celui-là, c'est celui-ci. Eh ben, c'est rouge, mais je suis content parce que je l'ai fait façon TDD. J'ai fait le test d'abord et j'ai pas codé. Derrière, j'ai quand même préparé mes classes, mais j'ai pas mis de test. J'ai ma classe de stockage, donc l'objet est ici. Vous voyez, tout est non implémenté. Normal, je fais du TDD, j'écris le test d'abord, et ensuite je vais écrire le code pour que le test passe. Donc BDD, TDD, même philosophie. Donc vous avez vu une partie du vrai code, je pense avoir un peu de chance et vous en montrer un petit peu plus. Ce qu'il faut remarquer, cette forme BDD, finalement, il n'y a rien de nouveau. Hein. Parce que mon given dans le test unitaire classique, c'était mes arrange, c'était la préparation. On est obligé de faire cette étape, de mettre au point l'environnement de test, de placer les pièces à tester, les mettre en état de, et ensuite faire l'action, le act, c'est le when en BDD, et ensuite vérifier. Le zen, c'est le assert. Et d'ailleurs, dans le code de mes steps zen, il y a des NUnit assert ou JUnit assert. Donc c'est BDD, TDD sont vraiment entièrement liés. La description textuelle, bon, vous l'avez vu. Je remets l'accent dessus, c'est plutôt que d'écrire ça tourne grâce à un simple texte. Alors, il n'y a pas de magie par contre derrière. Il y a quand même, je vais vous le montrer, du code qui est écrit. On m'a aussi appris un grand principe qui est le don't repeat yourself. Si c'est bon, si c'est vrai pour le code, c'est vrai aussi pour les tests. Et la seule chose qu'on va répéter, ce sont les scénarios. C'est-à-dire cette forme textuelle, elle est pratique parce que je peux la décliner à outrance. Et là, une fois que les premiers scénarios sont écrits, quelqu'un qui n'est pas le développeur, qui n'est pas à l'origine de cette écriture-là, peut venir, et ça marche vraiment, parce que dans notre équipe, on a commencé comme ça, des gens sont arrivés ensuite, ont repris des tests qui existaient, ils ont facilement copié-collé, même sans aller voir l'intérieur des steps, comment ça fonctionne, grâce à une écriture simple. Ils ont vite vu comment ajouter des cas de test là où on en avait raté, ou s'il y avait un nouveau bug. Nouveau bug, ça voulait dire un test qu'on avait oublié. Et par exemple, je pourrais mettre en défaut ici, si je mets une date invalide, voir comment se comporte ce deuxième test. Par exemple. Non, je veux pas. Oui, hop. Hop. Donc c'est un intérêt très fort au BDD. Et derrière, je ne répète pas. En fait, je réutilise. Il y a vraiment de la réutilisation des steps. Donc toute la partie technique qui mouline la préparation du storer, la préparation de l'objet, etc. Évidemment, je ne fais pas de copier-coller de code, alors qu'avec le TDD code seul, j'ai un peu tendance, évidemment je vais refactoriser, je vais mettre ça dans des méthodes, mais après ça va s'accumuler. Là c'est une refactorisation de fait du code, de la partie technique qui tourne derrière l'exécution de ces scénarios. Pardon. Évidemment ici, ça va m'obliger à changer et dire
je crois que ça va planter même à la création. Donc j'ai pas besoin, il ne se créera pas. Et je suis obligé d'établir des nouvelles étapes. Donc c'est le premier travail qu'il y a à faire quand on se lance dans du BDD. C'est rapidement, on est amené à écrire des étapes, des steps types, qui sont vite écrits et qui resservent sur les milliers de tests qu'on a. Donc c'est vraiment pas une charge d'écrire ce code pour le I have an error. Je vais vous montrer d'ailleurs à quoi ça ressemble. Il me propose, dans Visual Studio, me dit il n'y a pas de step. Donc le step, c'est la partie de code qui permet de correspondre à l'écriture format texte. Donc il me propose de créer un step générique. Et ensuite, j'ai... Alors, j'ai un peu triché, j'ai préparé. Voilà. Et là, à moi d'écrire quelque chose pour vérifier qu'effectivement, il y a bien eu une exception qui a été levée. Pour vous montrer que ça fonctionne, parce que mon test est encore rouge, j'ai rapidement implémenté mon stockage. Je ne voulais pas me lancer dans le codage avec un vrai moteur de base de données ou un NoSQL ou un système de gestion sur fichier. Donc j'ai fait une persistance en mémoire avec un dictionnaire. Bon, je vous passe les détails techniques. Je vous montre un peu d'écriture link. Mais ça stocke dans un dictionnaire de données. Si ça y est, ça le renvoie. Si ça y est pas, on verra ce qui se passe. Et, oups, y arriver. Voilà, et pour effacer, ça vérifie que ça y est. Si ça y est, ça l'enlève. Désolé. Et si ça n'y est pas, ça dit que ça n'a pas pu effacer en renvoyant faux. Et si ça n'a pas renvoyé faux, ça renvoie vrai, ça veut dire que ça a été bien effacé. Donc là, mon test qui était rouge. Super, j'ai bien codé. C'était pas très compliqué. Le réflexe, c'est de dire j'ai pas assez de tests. Il faut vite en écrire un supplémentaire. D'ailleurs, j'ai un peu devancé. J'écris celui-là. Est-ce que ça va marcher? Je pense pas. Non. Ben voilà, j'ai mis en défaut. Bon, donc je suis vraiment en train de faire mon boulot de développeur testeur, enfin de développeur qui est attaché à la qualité de son code, c'est aller chercher les défauts avant de livrer. Et de les vérifier, de les démontrer par le test, et de vérifier qu'ensuite, à la fin, il n'y aura plus aucun défaut. Donc ce que je vous disais, donc j'ai remplacé mon copier-coller dans le code et ma refactorisation dans le code par ces steps qui sont le support même de la refactorisation. On va ensuite plus loin, on peut aller beaucoup plus loin dans le refactoring, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, se pose quand même certains challenges de codage, mais qui se résolvent assez facilement. Par exemple, un petit challenge. Le petit challenge, c'est d'avoir réussi à faire fonctionner quelque chose qui est quand même la clé, c'est ici avoir des valeurs et les mettre dans un objet. Ça, malheureusement, nous, en SpecFlow, on n'a pas d'outils, c'est pas fourni. Je ne sais pas si dans les frameworks Java, ça y est. Donc, un petit coup de réflexion, d'introspection, et c'est 3 lignes de code, allez, pour mettre en place la petite magie. Alors, si je vais vous la montrer. Moi, c'est une fonction voilà, qu'on a écrite qui remplit l'objet donné avec la table. SpecFlow nous envoie les informations contenues dans cette partie texte, nous l'envoie sous forme de table. Il suffit de consulter
la doc, réfléchir 2 secondes. Ah, j'ai dit, ouais, j'ai menti sur le nombre de lignes. Bon, pas trop de lignes, ça va. Et ça fonctionne. Vous l'avez vu, puisque j'écris le deuxième test plante, donc c'est vraiment, c'est pas du test statique, c'est du test dynamique, ça va fonctionner dans tous les cas. Donc je vais pouvoir démultiplier mes scénarios de test sans retoucher à mon code C# ou mon code Java. Je vais rester au bout d'un moment avec mes features et mes étapes de features. Donc les incontournables du BDD dans la refactorisation, c'est d'utiliser un certain nombre d'astuces et voire même, on peut les appeler patterns si on veut. La doublure, les demises, je vous l'ai montré pour mon stockage. Les fakes, les faux, vont permettre vraiment d'être isolés. L'isolation, on en revient, est un élément clé. Parce que si je vais sur mon projet logiciel entier, c'est-à-dire que mon logiciel, ça ne va pas être que du stockage. Ça va être... je vous parlais que j'avais fait une petite application, enfin, pour l'exemple. Voilà. Un système de réservation pour les restaurants. Avec un objet qui aura comme seule responsabilité d'effectuer une réservation pour le compte d'un utilisateur. Ma feature de test ressemblera sûrement à ceci. Donc même formalisme, donc ça marche, vous voyez, pour tous les composants à différents niveaux du logiciel. Donc on retrouve assez... Je l'ai écrit en français pour montrer qu'on peut l'écrire en français. Ici, ça supporte... il faut un réglage, étant donné que... Mais je ne l'ai pas activé. Bon. La seule chose, c'est que quand je veux tester ça, je voudrais l'isoler et donc pas tester le stockage. Parce que d'un autre côté, j'ai, vous l'avez vu, ma librairie qui teste mon stockage pour lui-même. Là, je suis plutôt à un niveau métier, j'ai un composant métier, c'est le composant qui fait la réservation. Quand je veux le tester lui, quand je veux faire cette réservation, je voudrais le faire sans tester le stockage, quel que soit le stockage. Parce que si mon client me demande de l'implémenter avec une base de données X et puis qu'il change de vendeur, ou finalement pour des problèmes de performance, parce que ce sera sur le web, il ne faut pas un système relationnel, transactionnel, mais un système plus rapide. Je ne veux pas avoir à casser tous mes tests. Donc le fake, je vais tester ici avec le fake. Et justement, tout à l'heure, je vous ai dit pour des raisons de temps, mon stockage était fait avec un stockage en mémoire. Mais finalement, ce stockage en mémoire, je l'ai appelé ici, je l'ai renommé, j'ai dit c'est un fake storer. C'est lui. Je l'ai codé pour qu'il ait le même fonctionnement que tous les autres stockages qui respectent mon interface. Alors on retrouve cette notion d'interface, elle est primordiale. Le iStore, c'est une interface au sens objet du terme, qui dit voilà les capacités, de quoi est capable, comme opération mon stockage. Donc je l'ai mis en forme très simple, forme REST, get, put, delete, vous connaissez. Donc que ce soit mon fake ou que ce soit mon real, mon vrai stockage, ils devront tous implémenter la même interface et donc être conformes au même jeu de test. Si je suis sûr de ça, c'est-à-dire si mes batteries de test passent sur le fake storage et sur le vrai stockage, alors je peux utiliser le fake storage à la place du vrai. Sans me soucier de quoi que ce soit, ça marchera tout le temps. J'ai pas besoin de faire de tests d'intégration. Avec ce système-là d'isolation, l'intégration devient inutile. Ça marche forcément parce que les contrats avec les interfaces des objets sont forcément respectés, sinon ça ne compile pas. Et les tests derrière vous assurent l'intégrité
comportementaliste de l'ensemble. Donc c'est très important. Du coup, ça m'amène à faire aussi à mettre en évidence un autre principe qui est dans le solide, c'est l'inversion de dépendance et faire en sorte que mon objet métier, je ne le trouve plus, il est là, de réservation, ne décide pas lui-même, ça c'est son constructeur, que cet objet ne décide pas lui-même, tiens, je vais fonctionner avec telle couche de stockage, mais que ce soit quelque chose qui contrôle ça de plus haut niveau, qui lui dit, là, voilà les objets de stockage que tu vas utiliser. Comme ça, mon test, lui, il dira, ok, je te prends, toi, module de réservation d'un restaurant, je te donne des fakes, je te donne des faux, tu vas fonctionner comme si c'était des vrais, mais tu ne le sais pas parce que tu n'as pas à le savoir, parce que comme tu es isolé au niveau des responsabilités, le stockage, c'est un service que tu utilises, c'est pas ta partie, bah tiens, je t'en donne un faux, mais tu verras que du feu. Et nous, notre test derrière, il va être à l'aise avec ça, puisque je sais que ça va fonctionner. Non. Celui-ci va fonctionner, quel que soit le stockage, donc quel que soit le système de stockage que j'utilise pour ce composant métier. Ah, j'ai perdu ma presse. Ouais. Donc voilà pour les faux. Les mocks, c'est des faux améliorés. C'est-à-dire que là, le fake, j'ai quand même dû coder. J'ai pris l'interface iStore, donc je lui ai dit, tu es capable de stocker, tu testes avec un système en mémoire assez bateau. L'avantage aussi de ce fake, c'est qu'il va être excessivement rapide à exécution dans mes tests. Plutôt que de lancer la base de données et faire les transactions avec une vraie base de données, c'est en mémoire, c'est juste pour le test. Mes tests s'exécutent en une fraction de seconde plutôt que en quelques secondes. Mais je préfère une fraction de seconde pour un test, parce que quand j'en vais en avoir 1000, 2000, 5000, ce qui est le cas dans nos projets, je vais évidemment sentir la différence. Et comme je le disais au début, un test qui s'exécute rapidement, c'est fiable pour les développeurs. Ça leur donne envie de travailler comme ça, plutôt avec quelque chose où il faut attendre le lendemain pour avoir le résultat des tests. Mock, il y a des librairies, vous les connaissez sûrement, donc qui permettent de ne pas écrire le code. Finalement, c'est un simili-fake, où on n'écrit pas son code, mais par contre, on lui dit comment se comporter en cas d'appel, quand il est soumis au test, quand il participe au test. Pardon. Espion, c'est un peu les espions, c'est un fake avec derrière va tracer en fait chaque fois qu'il a été appelé pour vérifier des choses plutôt au niveau des logs, c'est très utile. Il y a la différence entre mock et stub, c'est l'objet d'une présentation entière. Vous allez être quand même obligé de vous aider, d'avoir quand même un certain nombre de classes type helper pour écrire plus efficacement. Je reviens donc sur les intérêts, il reste 10 minutes, du test. Je vais aller plus vite pour vous laisser la parole. Les tests, les scénarios, donc ils ont un intérêt s'ils sont lisibles, et donc s'ils racontent quelque chose. Ne pas oublier l'isolation. Est-ce que je peux faire une doc? Définitivement oui. Nous on fait ça chez Variant, c'est une boîte américaine avec des process très stricts. Surtout sur la vérification, puisque c'est du médical. Et ils ont accepté. Donc on fait une exportation automatique des résultats d'exécution de test avec le texte que vous avez vu qui décrit, et ensuite avec les résultats obtenus. C'est tout à fait validé par ensuite le QA. Est-ce que cette façon de tester modifie ma façon de penser le logiciel? Je pense que oui, de deux manières. L'aspect test en premier, ça c'est le TDD qui l'apporte de toute façon. Donc si vous faites, pour ceux qui font déjà du TDD, rien de neuf, mais voilà, anticiper les problèmes, écrire d'abord le test avant d'écrire le code. Donc vous trouverez plein d'articles qui disent ça. Mais ce BDD, ce behavior, ce comportement met en avant les vertus de la description, de l'abstraction des choses, de ne pas s'arrêter sur des détails, de s'arrêter plutôt sur des faits et sur l'observation.
choses qui sont pratiquées par les sciences modernes depuis longtemps. Et quand on sait ce qu'on veut voir, l'idée de la photo, il suffit ensuite de prendre un cliché et de dire c'est OK, je suis conforme à ce qui est attendu au spec. Le BDD vous obligera forcément à arriver sur une notion de Domain Driven Design, c'est lié, puisque en écrivant, vous l'avez vu, le test, celui-là, je suis en train de parler du métier de mon client, je suis obligé. Donc je suis obligé de faire du DDD si je fais du BDD, ça va vraiment ensemble. Grâce à cet aspect descriptif des choses. C'est aussi, et je vous l'ai montré dans l'exemple, le meilleur moyen de plus se soucier de ces fameuses données. C'est un moyen de dire bye bye Meurize. Je ne fais plus de modèle de données. Vous avez vu, j'ai pu tester ma couche de persistance sans savoir mon vrai modèle de données qui vont ensuite être persistées. Et choisir, après avoir la liberté de choisir. Alors désolé, on reprend un peu la main, nous les développeurs, sur le DBA. Il a quand même des connaissances qui seront utiles pour si le stockage transactionnel et relationnel est choisi, mais il n'interviendra plus directement dans le code et laissera au développeur son métier. Plus la difficulté de tester, vous le savez, tester une procédure stockée, par exemple, c'est pas toujours marrant. Donc là, on est plus rigoureux. Et concevoir ce comportement, c'est penser en termes fonctionnels et donc s'orienter vers une programmation plus fonctionnelle. Alors je ne dis pas qu'il faut basculer tout le monde à Lisp dès demain, mais dans les langages modernes, il y a vraiment une entrée en force. Alors je peux parler pour C#, du lambda calcul, des fonctions, de la programmation fonctionnelle. Qui est, je pense, facilité, qui vient naturellement quand on pense en BDD. Je me permets une citation un peu déformée, mais tester, c'est permettre de mettre en évidence ce qui était un peu caché. Et c'est le seul moyen de vérifier, de savoir que ça se passe bien. C'est quelque chose de très profond, en fait. Donc ça, c'est l'aspect DDD. L'isolation, c'est super important. Il reste 4 minutes. Tester, c'est mieux connaître son code, également. Enfin, c'est une façon d'apprivoiser son composant logiciel, sans forcément connaître la subtilité de chaque ligne de code, mais on voit rapidement en lisant le texte ce qu'on attend du composant. On va vers des styles de programmation plus fluides. Puisqu'on est en langage naturel dans le BDD, on va essayer aussi dans la programmation de retrouver un peu ça, au fur et à mesure, alors je parle 1 an, 2 ans, d'en faire, on se pose ensuite ce genre de questions, le BDD amène à cela. Et voilà, j'ai fini un ouvrage de référence qui va vous parler de BDD. Et pour les développeurs, je ne saurais que trop vous recommander la lecture de ces 2 ouvrages pour faire du code propre et du test propre. Bonjour. Bonjour. Est-ce que le test-driven development, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place après coup, ou c'est nécessairement non, on peut le mettre en place projet après coup. C'est juste, ça va vous paraître beaucoup d'efforts pour tout couvrir, mais à ce moment-là, prenez-le par un petit bout acceptable. C'est toujours satisfaisant de voir les lumières passer du NUnit passer au vert. Et deuxième question, est-ce que c'est toujours le même développeur qui fait ces tests, ou ça peut être quelqu'un de complètement... Non, on travaille en pair programming, mais on tourne, et il y a personne qui écrit moins de tests qu'une autre. On est 5 dans notre équipe, 5-6. Il y a personne qui écrit moins de tests, et on complète les tests des autres. C'est la prise en main, grâce à cette écriture, elle est très rapide.
Écrire un nouveau test, je copie-colle ce qu'il y a. Alors, désolé, je ne veux pas faire l'apologie du copier-coller, mais c'est l'intérêt au niveau des textes, des features. Je change des valeurs, je réutilise les steps qui ont déjà été écrits, ce qui fait que j'arrive à faire un nouveau test. Même au début, même les premières semaines, on a commencé vraiment de zéro. Il y avait peu de tests, mais ils fonctionnaient. En une semaine, le temps de s'adapter à l'outil, pour ceux quand on ne le connaît pas. Au début, on est humble, on fait des choses très simples, et après, le besoin fait qu'on développe des steps plus compliqués. Donc là, vous avez vu des scénarios sur une vingtaine de lignes. On a des scénarios qui tiennent plus, ils sont un peu plus particuliers, sur une centaine de lignes. C'est beaucoup. Et pas plus, sinon ça veut dire qu'on a un problème d'isolation, ça veut dire qu'on teste trop de choses à la fois. Ce qui peut prendre du temps, c'est les given, la mise en place de chaque étape, donc ça veut dire chaque composant ou configuration, ou mock. Vous devez mettre en place les mocks, forcément vous devez le décrire, si vous voulez ensuite pouvoir faire varier le comportement du mock de manière descriptive. Dernière question à l'ensemble, qui a priori du coup a envie de tenter l'aventure BDD ou qui avait prévu d'essayer de convaincre autour de son entourage quand même? Bon, ça va, cool. Merci.